Messieurs, dames, nous continuons le chapitre 3 qui porte sur les différents modèles classiques de l'atome d'hydrogène et des hydrogénides. Le spectre de l'atome d'hydrogène et des hydrogènes, n'oubliez pas, le spectre c'est l'image. Donc lorsqu'on chauffe un atome, on l'excite. Donc on peut l'exciter avec un chauffage, avec l'action d'un arc électrique, mais aussi par un rayonnement émis. Donc l'excitation fait déplacer les électrons, mais à l'intérieur du noyau. Donc les électrons restent sous l'attraction coulombienne du noyau. Et généralement, ça se traduit par l'émission de la lumière. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc lorsque l'atome d'hydrogène est soumis à une excitation, on observe un spectre de ray, ça veut dire une image de ray, avec 4 radiations qui sont visibles dans le domaine du visible. 4 radiations dans le domaine du visible, et un nombre de rays plus important dans l'UV et l'infrarouge. Voici ce qu'on obtient dans le visible, des spectres de ray, 4 rays de couleurs différentes, passant du violet au rouge, avec des longueurs d'onde différentes, de 410 pour les violets nanomètres à 656 pour le rouge. Ces longueurs d'onde ne sont pas quelconques, elles ont été déterminées expérimentalement par Balmer, qui a trouvé une relation entre l'inverse de la longueur d'onde qu'on appelle le nombre d'ondes et bien sûr les niveaux de tension, les niveaux énergétiques de l'atome. Cette formule donc est valable uniquement dans le visible. On part ici avec c'est 1 sur 2 au carré, 1 sur P. Dans cette formule, bon, sigma c'est l'inverse de la longueur d'onde, on appelle le nombre d'ondes. RH c'est la constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène. Voici sa valeur expérimentale. Et P c'est un entier naturel. Cette relation de la longueur d'onde des lumières émises lorsque l'atome d'hydrogène est soumis à une excitation a été déterminée expérimentalement. C'est pourquoi on parle de la formule empirique de Balmer. L'étude complète du spectre de ray a été réalisée par Ritz, qui a permis de généraliser cette relation pour cette relation des longueurs d'onde dans tous les domaines, que ce soit dans le visible et l'inférieur. Et toutes ces longueurs d'onde proviennent du passage de l'électron d'un niveau d'énergie P à un niveau N, avec P supérieur à, ici dans le cas, N plus 1. Donc, on a déterminé toutes ces longueurs d'onde. Lorsqu'on a excité l'atome, l'électron donc est passé à un niveau d'énergie supérieur sans quitter l'atome bien sûr, et est revenu à un niveau d'énergie inférieur. Dans la première formule de Balmer, le niveau d'arrivée était N égale 2, mais on voit ici qu'il n'y a pas de condition sur N. Bien sûr, P est supérieur à N plus 1 et N est égal au moins à 1. De ce fait, qu'est-ce que ça montre? Que dans l'atome, il existe plusieurs niveaux d'énergie. Un niveau fondamental et des différents niveaux excités que nous avons ici. Vous avez toujours l'état fondamental. Donc, tant que vous ne fournissez pas de l'énergie à l'atome, l'électron va rester au niveau fondamental. Lorsque vous lui fournissez de l'énergie, l'électron peut passer à un des états excités. Ben, il faut se dire qu'on a en réalité, en théorie, une infinité d'états excités. Un état ionisé, c'est lorsque l'électron va quitter l'atome. Donc, dans l'atome, nous avons un niveau fondamental, une infinité d'états excités et bien sûr, un état ionisé. Et l'énergie de niveau, on l'a déjà vu, En moins Z carré E0 sur N carré. En fait, l'atome dans son état fondamental possède une énergie bien définie, qu'on peut noter énergie de l'état fondamental. Lorsque vous lui fournissez de l'énergie, l'atome passe de l'état fondamental à un état excité. En réalité, lorsque vous fournissez de l'énergie à l'atome, c'est l'électron qui va passer de l'état fondamental à un état d'énergie supérieure. Donc l'électron périphérique passe du niveau fondamental à un niveau d'énergie supérieure. Et on a ici un état excité. Comme les états excités sont de très courte durée, donc l'électron va revenir à l'état fondamental en émettant une certaine quantité d'énergie. De ce fait, ça veut dire que lorsque l'atome
absorbe de l'énergie, il aura absorbé une radiation incidente de fréquence μf. L'atome était dans son état fondamental, il a absorbé une fréquence μf, ça veut dire qu'il a absorbé une quantité d'une radiation d'énergie h μf. L'électron est passé à un niveau supérieur qui est un état excité, et comme ces états excités sont de courte durée, l'atome va revenir à l'état fondamental en émettant un quantum d'énergie h qui apparaît sous forme de raies. Donc ce sont les différentes raies qui apparaissent lorsqu'on excite l'atome. Et de ce fait, on peut définir le spectre d'absorption, c'est-à-dire l'ensemble des longueurs d'onde qui correspondent aux différents états excités. De 1, par exemple, ici dans notre cas, de 1 à 2, de 1 à 3, de 1 à 4, de 1 à 5, de 1 à 6, ainsi de suite, jusqu'à l'ensemble des longueurs d'onde correspondant aux différents états excités. On aurait pu définir aussi le spectre d'émission, qui sera l'ensemble des longueurs d'onde correspondant au retour de l'électron à l'état fondamental. Donc la longueur d'onde de 2 à 1, de 3 à 1, de 4 à 1, de 5 à 1, ainsi de suite. L'ensemble des longueurs d'onde correspondant au retour de l'électron à l'état fondamental sera le spectre d'émission. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Lorsqu'on fournit de l'énergie à un atome, qu'est-ce qui va se passer? L'électron va passer d'un niveau à un autre niveau. On parle de transition électronique. Donc par définition, la transition électronique est le passage de l'électron d'un niveau d'énergie n, d'un niveau n d'énergie En à un niveau p d'énergie EP. Et bien sûr, c'est parce que l'électron aura absorbé, dans le cas du passage de l'énergie du niveau inférieur au niveau supérieur, ou émis un photon de fréquence nu et d'énergie h nu. L'émission, c'est dans le cas où l'électron est passé d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. Et dans les deux cas, cette transition est la conséquence de l'apparition d'une raie spectrale. Donc la transition électronique, c'est le passage de l'électron d'un niveau à un autre niveau, que ce soit d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur ou d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieur. On parle là toujours de transition électronique. Quelle est la longueur d'onde? Quelle est la longueur d'onde qu'on va observer? La longueur d'onde qu'on va absorber à ce niveau. On avait déjà vu par Balmer les différentes longueurs d'onde déterminées expérimentalement. Maintenant, on va utiliser le calcul théorique en utilisant le modèle de Bohr pour déterminer quelle est la longueur d'onde absorbée ou la longueur d'onde émise, de l'énergie émise. Donc delta E, qui est niveau d'énergie supérieur, moi l'indice, ça correspond toujours à h nu. Donc on peut déterminer h nu, transition de P à N, EP moins En, donc moins ça fait plus, E0z au carré en factorisant 1 sur n carré moins 1 sur p carré. Et voilà ce qu'on observe, ce qu'on obtient. 1 sur lambda, E0z carré sur hc, c'est c sur lambda, donc c'est ce qu'on a ici. Et on a bien sûr 1 de lambda égale rhz carré, 1n carré moins 1 sur p carré. Donc vous voyez qu'on observe, qu'on obtient une relation semblable à ce qu'avaient donné les résultats expérimentaux donnée par Balmer, ça veut dire la relation empirique de Balmer, et en plus presque exactement le même résultat qu'avait donné Ritz dans l'UV et l'infrarouge. Donc on peut calculer sa RH et on trouve la valeur théorique RH calculée 1,097 37 77 107 mètres moins 1, alors que la constante de Ricbert expérimentale trouvée par Balmer et puis par Ritz 1,096 77 76 10 107 mètres moins 1. On voit qu'il y a une différence assez notable entre les deux valeurs, la valeur théorique et la valeur expérimentale. Bien sûr, nous allons voir plus tard pourquoi cette différence, mais on peut déjà dire que cette différence s'explique
Parce que dans nos calculs théoriques, vous vous rappelez, dans le modèle de Rutherford, nous avons considéré que le noyau est fixe. Alors que dans la réalité, le noyau n'est pas fixe, il est mobile, il tourne en même temps que l'électron autour du centre de gravité du système noyau-électron. Pour un hydrogénide, bien sûr, 1 sur lambda égale RHZ carré. Donc, RH c'est la constante de Rydberg pour l'atome d'hydrogène. Donc, on peut remplacer RHZ carré pour Rx, puisque Z c'est la charge de l'hydrogénide. Donc, on a RH égale 1 Rx pardon, égale 1 sur N carré moins 1 sur P carré. Et on appelle Rx la constante de Rydberg associée à l'hydrogénide XZ-1 plus. Qu'est-ce qu'une série? Une série, c'est l'ensemble des raies correspondant à un retour d'électrons sur un niveau N. Donc n'oubliez pas, on l'avait déjà dit, lorsque nous excitons un atome, l'électron va aller vers des niveaux d'énergie supérieurs, mais comme les états excités ont une durée de vie très courte, l'électron va revenir sur un niveau. Si le niveau d'arrivée est N, en fonction de la valeur de N, on a différents types de séries. Dans le cas de H, si l'électron, après avoir été excité, revient au niveau N égale 1, on a la série de Lyman. Toutes les excitations qui font retourner l'électron sur le niveau 1 correspondent à la série de Lyman. Toutes les excitations qui font que l'électron revient sur le niveau 2 correspondent à la série de Balmer, et ainsi de suite, la série de Paschen, la série de Brackett, la série de Freund et la série de Humphreys, retour de l'électron au niveau N égale 6. Cependant, on peut faire la même chose pour les hydrogénides. Pour H+, par exemple, si j'excite l'hydrogène associé à H+, et qui revient au niveau N égale 3, on a la série de Rydberg. Si ça revient au niveau série égale 4, c'est la série de Pickering. Donc, qu'est-ce qu'une série? On a différentes transitions, et ici, on voit ça ici. La série de Lyman correspond au retour de l'électron au niveau N égale 1. La série de Balmer, c'est le retour de l'électron au niveau N égale 2. Donc, et ça correspond au domaine du visible. Ici, ça correspond au domaine de l'ultraviolet. L'infrarouge, retour de l'électron au niveau N égale 3. Et dans chaque série, ou bien chaque série est caractérisée par deux raies spécifiques. La première raie et la dernière raie. Donc cette raie-là et cette raie-là. Donc la première raie et la dernière raie. La première raie et la dernière raie. Ça veut dire que l'ensemble des longueurs d'onde en réalité sont comprises pour une série entre la longueur de la première raie et la longueur d'onde de la deuxième raie. Et quelle est la conséquence? Et de ce fait, donc la première raie dans une série correspond au passage de N plus 1 à N. Donc dans le cas de la série de Lyman, la première raie c'est le passage de 2 à 1. Dans le cas de Balmer, la première raie c'est le passage de 3 à 2. Dans le cas de Paschen, la première raie c'est le passage de 3. Donc c'est le passage de N plus 1 à N. On peut remplacer 1 sur lambda P, Z carré RH, 1 sur N carré moins 1 sur N carré plus 1. Donc on remplace 1 sur N carré moins 1 sur N carré plus 1. Quand vous réduisez au même dénominateur, vous retrouvez l'expression de lambda. Lambda égale 1 sur Z carré RH, N carré N plus 1 sur 2N plus 1. Calculer, on va faire l'application. Calculer la longueur d'onde de la première raie dans une série correspond toujours à ça. Donc, calculer la longueur de la première raie de Lyman. Donc, N plus 1, c'est 2 à 1. Donc, il faut remplacer N juste ici, puisqu'on avait dans le calcul mis N plus 1. Remplacer juste N égale 1. Et vous avez la valeur de lambda P, 121 nanomètres. La raie limite, c'est la dernière raie. C'est le passage, bien sûr, de l'infini à N. De l'infini à N. La raie limite, c'est-à-dire 1 sur lambda,
Z carré RH, 1 sur n carré moins 1 sur l'infini, ça fait 0. Il vous reste lambda limite n carré Z carré RH. Calculer la longueur d'onde de l'arrêt, limite de Balmer. Donc la limite de Balmer, c'est le passage de l'infini à 2. Il reste ça. Et vous calculez, vous avez à peu près 365 nanomètres. Donc, et de ce fait, tous les domaines spectraux sont limités par les deux raies limites. Pour la limite de Balmer, c'est entre la série de Lyman, 91 à 121. Ultra, c'est l'ultraviolet. Le Balmer, c'est le visible. 365 à 656, c'est le domaine du visible. Passion, proche infrarouge, braquette infrarouge lointain, fondre les micro-ondes et influence les ondes radio. Donc, vous voyez que la première, il y avait deux rayons, on parlait de deux rayons caractéristiques. Première, en fait, c'est les limites de domaines spectraux. Les limites des domaines spectraux. Merci de votre attention. Nous allons nous arrêter ici pour la troisième partie du cours. Nous allons revenir pour terminer le cours prochainement. Merci de votre attention et à la prochaine.